Salut à tous, c'est Socha et il y a pas longtemps, j'ai réalisé quelque chose. Ma dernière review de jeux vidéo date d'avril 2024. Ça commence à dater d'un petit moment quand même. D'un autre côté, c'est pas si surprenant. Je suis pas un très grand joueur de jeux vidéo et même si ça m'arrive d'en faire de temps en temps, j'ai rarement le temps au final. Et quand je l'ai, je joue à d'assez gros jeux plutôt longs et plutôt populaires. Après Another Code, j'ai joué à Persona 5, puis j'ai joué à Sonic X Shadow Generation, puis je me suis refait une partie de Fire Emblem Three Houses parce que j'avais pas fait le DLC. J'ai enfin fait Pokémon Legend Arceus, il y a eu les chapitres 3 et 4 de Deltarune qui sont sortis, là je suis en plein Fire Emblem Engage, dans tous les cas je joue à d'assez grosses licences. Mais sur ces grosses licences, j'ai toujours eu cette sensation que j'avais pas grand chose à dire de plus, que je pourrais pas rajouter grand chose au débat. Et c'est aussi le cas dans le domaine des animés, à part sur quelques exceptions, où je sens que je peux dire des choses, je préfère parler de petits trucs pas forcément connus du grand public. Je sais pas, je trouve ça plus intéressant de faire découvrir des nouvelles choses aux gens, même à ma petite échelle. Et dans le domaine du jeu vidéo, quoi de mieux que le jeu vidéo indépendant pour ça? Dans la vidéo sur Tony Boy Comic Tax Evasion, j'avais déjà parlé du fait qu'avec mon partenaire, on aime bien fouiller le catalogue eShop de Nintendo, histoire de se trouver des petits jeux indépendants auxquels on pourrait jouer ensemble. Parfois ce sont des jeux multi qu'on cherche, mais le plus souvent ce sont des jeux anglophones auxquels elle peut pas jouer parce qu'elle parle pas anglais, mais je lui fais la traduction. Et il y a pas longtemps, on avait testé les deux jeux Dog Detective, des jeux d'enquête où on incarne un canard détective qui résout des affaires avec beaucoup d'humour. On avait envie de tester autre chose avec des animaux anthropomorphes, et c'est là qu'on est tombé sur le jeu dont on va parler aujourd'hui, Fall of Porcupine. De quoi ça parle exactement? En gros, on incarne Finlay, un petit pigeon qui est interne dans l'hôpital Saint-Ursula. Au moment où on commence le jeu, il y a eu un accident à l'hôpital qui a forcé notre personnage à se mettre en arrêt maladie. Et là, c'est la fin de cet arrêt maladie, on retourne bosser. On découvre cet environnement de travail aussi enrichissant que stressant, notamment par la présence du docteur Krokowski qui ne compte pas ménager le jeune interne. Avant qu'on commence, j'aimerais dire que je vais spoiler le jeu, au moins vous êtes prévenus. Déjà, je vais commencer la review du jeu par un fait important. Lorsqu'il est sorti, il a beaucoup été comparé avec Night in the Woods, un autre jeu indépendant avec une direction artistique très jolie où on joue des animaux anthropomorphes. Autant être franc, cette comparaison, vous l'aurez pas ici parce que j'ai pas du tout joué à ce jeu. Peut-être un jour parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien, que j'aime bien les jeux de rythme et que la seule chose que je connais du jeu, c'est juste une chanson qui est certes excellente, mais c'est pas grand chose. Fall of Porcupine, c'est un jeu qui frappe très tôt par une chose. C'est beau. Vraiment, il y a une patte graphique qui est vraiment charmante et qui est sublime. On se plaît à se balader dans les différentes zones de la ville, que ce soit les rues commerçantes ou les rues de la vieille ville. Porcupine, c'est un petit village charmant de campagne et on le ressent dans son ambiance. J'ai l'impression que le seul endroit qui paraît moins beau et atmosphérique que le reste du jeu, c'est l'hôpital. Mais c'est pas dérangeant. J'aime bien ce contraste entre ville d'automne chaleureuse et hôpital froid. C'est plaisant de se balader dans cette ville qui reste belle et se renouvelle selon les événements du jeu ou même des trucs simples comme la météo. Il y a une zone où on ne vient qu'une fois, qui est la forêt plein d'épines. Et clairement, elle est sublime, tant par son apparence que par ce qui se passe dans cette scène. La froideur de l'hôpital, elle incarne la difficulté d'un travail médical, et en même temps, dans cette froideur, on retrouve une certaine chaleur qui s'incarne par une chose, les personnages. Vraiment, le cast est hyper attachant. Basiquement, nos journées de jeu se résument à une première partie où on va à l'hôpital pour s'occuper des patients, c'est surtout là qu'on a du gameplay. La deuxième partie de la journée, c'est une partie où on se balade un peu où on veut, que ce soit dans l'hôpital ou dans la ville. Dans les deux cas, on rencontre différents types de personnages et on s'y attache très vite, notamment aux patients. On les croise vite fait le temps des soins, mais c'est assez plaisant d'apprendre à les connaître et comprendre comment ils sont arrivés là. Je pense que la patiente la plus attachante du cast, c'est sans doute Irma, la vieille tortue qui raconte des histoires sur sa petite vie au village. Le design des personnages, il aide à rendre les personnages attachants. On va pas se mentir. On a une patiente chauve-souris, par exemple, qui parle de burn-out et de la difficulté d'être en stress constant, mais on a passé beaucoup de temps à l'appeler Bébou avec ma moitié parce qu'on adorait son design. Et même les patients les moins appréciables finissent par être plaisants. À un moment du jeu, on s'occupe d'une vieille chouette qui travaille à l'hôpital et elle parle clairement comme si elle savait tout mieux que tout le monde. Au même moment, on soigne une petite hibou qui a eu une réaction allergique et on se rend compte que hors champ, les deux patientes interagissent et évoluent dans leurs interactions avec Finlay. La vieille chouette apprend à être plus sympa avec notre personnage principal et la petite hibou nous parle de la chouette médecin avec beaucoup de positifs. Et même en dehors de l'hôpital, on rencontre un cast très attachant. Ce cast, il donne envie de passer la ville au peigne fin à chaque moment pour découvrir de nouveaux personnages et les interactions possibles avec eux. Je pense notamment à Frauk, que je prononce sans doute très mal parce que le jeu est allemand et que l'allemand, je suis pas doué. Cette facochère qui pêche toujours près du lac et qui nous apprend des leçons de vie. On a aussi Alfio, que j'ai trouvé très attachant et que j'étais toujours content de croiser près de chez nous. Vraiment, à un moment, on a une quête secondaire où on doit retrouver son chapeau et clairement, vous pouvez être sûr qu'on était investi pour le retrouver, ce couvre-chef. Sans parler de Kim, la petite corbeau beaucoup trop choupie qui nous parle de train la première fois qu'on la voit et qui a clairement pas l'air neurotypique.
Mais ça, ce sont les personnages les plus secondaires. On a d'autres personnages dans les principaux qui sont assez intéressants à suivre. On a Pina, notre amie fleuriste, qui est vraiment attachante, surtout quand on découvre son histoire. On a le docteur Krokowski, qui nous apparaît d'abord comme ce supérieur froid qui est là pour descendre Finlay, mais petit à petit semble apprécier notre personnage principal de plus en plus, même si elle garde cette rigueur froide qui la caractérise bien. Et les deux personnages principaux qui entourent Finlay, ce sont Carl et Mia. Tous les deux bossent avec notre petit pigeon, l'un en tant que médecin et l'autre en tant qu'interne. Ils sont assez distincts comme personnages et représentent très vite un soutien pour Finlay. Mia se caractérise par le fait qu'elle aussi, elle est nouvelle à l'hôpital et qu'elle apprend à gérer le stress du métier comme notre personnage principal. Carl, lui, paraît un peu plus cool et posé quant à son métier, mais en dehors, ils peuvent vite s'emporter. Dans les deux cas, ce sont des présences non négligeables pour notre personnage principal et ils sont assez attachants eux aussi. Ce qui est assez important sur eux, c'est que parfois, après le boulot, ils vont te proposer de passer du temps ensemble. Et c'est eux qui marquent ce détail important du jeu, des changements de scénario selon les choix. On peut choisir d'aller voir Mia ou d'aller voir Carl et selon le choix qu'on fait, on va avoir des choses différentes qui vont se jouer et qui vont nous apprendre à mieux les connaître. Je vais revenir sur ces choix un peu plus tard parce qu'il y a quelque chose à dire à ce niveau, mais avant ça, il faut que je finisse de parler des personnages principaux et je peux pas le faire sans parler de notre star du jeu, Finlay. Finlay aussi est très attachant. On se plaît à le jouer et à le voir interagir avec tout le cast. C'est un jeune adulte un peu rêveur qui a gardé son âme d'enfant, même s'il est confronté à des choses très adultes dans son quotidien. Il y a pas mal de scènes où il interagit avec des objets inanimés comme des statues qu'il croise. Ça pourrait être des scènes assez classiques où il commande des choses sur ces objets, mais au final, il finit par avoir de véritables conversations avec. Il leur demande comment ça va et imagine leurs réponses. Et en vrai, ça surprend au début, mais je trouve ça très mignon. On sent que c'est une volonté de garder son âme d'enfant dans un monde qui le confronte quotidiennement à des choses très adultes et difficilement supportables quand on est jeune comme lui. Et même si c'est fréquent, c'est pas tout le temps non plus. On a des scènes où il est à nouveau face à ces objets après avoir passé une journée vraiment difficile et désagréable. Et là, il se sent pas d'humeur pour discuter, comme si le monde adulte prenait le dessus sur son âme d'enfant qui se fait toute petite. La réalité le frappe fort et on ressent autant sa déprime que son bonheur ou ses airs blasés parce que notre petit pigeon est très expressif. Une partie de moi trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus d'interaction que ça avec sa famille. Je m'explique. Finlay peut discuter avec plusieurs personnages par SMS et on voit qu'il a ses parents et son frère dans ses contacts. Sauf qu'il discute pas du tout avec eux. Vu les événements qui se passent dans le jeu, ça aurait été intéressant de voir les membres de la famille lui envoyer des messages et parfois Finlay serait trop déprimé pour leur répondre au quotidien ou des petits détails dans le genre. Et c'est con, mais attendez-vous à ce que la phrase « ça aurait été intéressant », je la dise beaucoup. Parce que le plus gros souci de Fall of Porcupine, c'est celui-ci. Le jeu a un potentiel énorme, mais ne va jamais jusqu'au bout de celui-ci. Mais avant de partir sur cette partie-là du jeu, il faut que je revienne sur deux petits éléments qui sont un peu secondaires, mais qui peuvent changer l'expérience de gameplay. Le premier, c'est la traduction. Je vous parlais plutôt du fait que la plupart des jeux auxquels je joue avec ma moitié sont souvent des jeux en anglais que je lui traduis. Point positif, il y avait une traduction française sur ce jeu-là. Et on va pas se mentir, mais elle est pas parfaite. En soi, je suis un peu mauvaise langue de critiquer ça parce que je sais que si j'avais dû traduire pour mon partenaire, j'aurais eu sans doute beaucoup de mal, notamment avec les termes médicaux. Là, ça aurait été mort. Mais on retrouve quelques petits défauts de traduction assez classiques dans les traductions amateurs. On a les tu qui deviennent des vous, et on sent que dans la traduction, les traducteurs savaient pas forcément si les personnages devaient utiliser le vouvoiement ou le tutoiement pour s'adresser les uns aux autres. Soit je comprends la difficulté sur ce plan de la traduction qui peut rendre les choses un peu complexes, mais parfois le contexte aide à comprendre que non, on n'est pas censé tutoyer un supérieur hiérarchique. Et surtout, ça fait bizarre ce changement du tu à vous dans un même dialogue. J'ai aussi remarqué la traduction du nom de la forêt qui devient pain d'épines. À mon avis, la forêt s'appelait Pinewood à la base, mais le nom a été traduit et c'est assez surprenant de voir que celui-ci ait été traduit, mais pas Porcupine ou Saint-Ursula. Et en soi, ce sont que des détails, mais le jeu reste compréhensible, donc je peux pas vraiment blâmer ça. C'est quand même cool d'avoir essayé de rendre le jeu accessible au public francophone. Du moins, je peux pas blâmer ça quand j'arrive à lire le texte, parce que je sais pas si c'est un problème de traduction ou de bug, mais j'ai eu plusieurs scènes où les textes sortaient de l'écran. Dans ma partie, j'ai notamment une scène où Finlay croise une de ses anciennes patientes, et je sais pas pourquoi, mais la conversation entre les deux est écrite en super grand, comme si les personnages se criaient dessus. Sauf que c'est pas le cas, et à un moment, la bulle finit par être tellement grande que le texte n'est plus là. C'était pas dans des passages hyper importants de la narration que ces scènes arrivaient, mais ça reste quand même frustrant à voir. Et ça me permet d'enchaîner sur le deuxième élément qui m'a posé problème. Ce jeu est très buggé. C'est une critique qui revient souvent dans la plupart des reviews que j'ai lues sur Fall of Porcupine. Et quand je lis les commentaires des gens sur le sujet, j'ai l'impression que les premières versions du jeu étaient encore plus buggées que la mienne. Et en soi, ça arrive des bugs. On peut même en avoir des plutôt marrants, comme celui que j'ai eu pendant ma partie. Mais parfois, c'est juste hyper frustrant et la raison pour laquelle ça l'est, c'est parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde manuelle. Les sauvegardes du jeu, c'est uniquement des sauvegardes automatiques. Petite mise en situation pour que vous compreniez mieux. Chaque jour, on a 3 patients. Chaque patient a un mini-jeu pour le soigner et selon les performances qu'on fait au mini-jeu, on obtient une note entre C, B ou A
A étant la plus élevée. À la fin des soins, on revient vers le docteur Krokowski pour qu'elle nous donne la note finale de nos soins, sachant que si on n'a fait que des A, on obtient la note maximale de S. Donc imaginez, vous venez de finir votre 3e patient, et là, d'un coup, votre jeu se met à bugger et vous devez le redémarrer pour continuer à jouer. Sauf que comme il n'y a pas de sauvegarde manuelle, vous ne pouvez pas sauvegarder entre 2 patients. Et vous êtes obligé de tout refaire. Alors oui, si vous êtes foiré sur un des jeux, ça laisse une nouvelle chance. Mais si vous avez fait des A partout, ça saoule un peu. Ça a l'air anodin comme ça. Mais sur ma partie, ça m'est arrivé plusieurs fois d'affilée et c'était assez ennuyant. Enfin, ça saoule de refaire les jeux qu'on a déjà fait à la perfection. Sauf qu'au final, pas tant que ça parce que le score qu'on fait n'a aucune conséquence. Les jeux sont déjà pas forcément incroyables. Il y en a un qui fait un peu jeu de rythme sur lequel j'avais vraiment beaucoup de mal sur la fin. Il y en a un, quand je le faisais, j'avais l'impression d'être complètement stupide. En gros, on a une série de 4 à 5 symboles qu'on doit retrouver. On doit choisir quels sont les bons et on a plusieurs essais. Si on a un symbole de bon, il est indiqué en vert. Si on a un symbole qui est bon mais qui n'est pas dans la bonne position, il est indiqué en bleu. Et en soi, l'idée est pas mauvaise, ça me fait un peu penser aux jeux de société Mastermind. Sauf que pour connaître quels sont les bons symboles du premier coup, c'est impossible. La première fois qu'on a ce mini-jeu, c'est avec Irma, la patiente que j'aime beaucoup. Elle nous dit qu'elle était en train de se marcher et que soudainement elle s'est effondrée dans la rue. Je me suis dit que les symboles à mettre étaient en lien avec ce qui est arrivé à Irma, comme des pieds ou un cœur ou une tête de mort, etc. Mais pas du tout. Ma moitié a adoré ce mini-jeu, mais perso, j'avais l'impression d'être vraiment con à pas comprendre ce que je devais faire. Bref, c'était pas glorieux. Et de ce que j'ai lu des différentes reviews du jeu, il y en a toujours au moins un des mini-jeux qui pose problème à quelqu'un. J'ai vu que beaucoup de gens avaient du mal avec celui de la piqûre, et en vrai, c'est celui qui m'a mis le moins en difficulté, donc je suppose que ça dépend de tout un chacun, je saurais pas dire. Mais le problème, c'est qu'au final, perdre à ce mini-jeu n'a pas d'impact. J'ai lu les avis des gens qui avaient eu un C en note finale, la note la plus basse. Sauf que ça n'a pas d'impact. Même en ayant eu des notes diverses, allant du B jusqu'au S, j'ai pas senti une grosse différence dans la manière dont Krokowski nous parlait. On la voit nous parler de mieux en mieux, tout en gardant cette froideur professionnelle. Oui, mais si j'ai eu un S en début de jeu et que des C vers la fin, il n'y a pas vraiment de différence, et c'est dommage. Et c'est pareil pour les mini-jeux avec Karl et Mia. Parce que oui, on a quelques petits mini-jeux dans les sessions où on passe du temps avec nos 2 collègues. Pour ma part, j'avais passé du temps avec Mia au début et j'avais eu un mini-jeu de basket plutôt sympa. À un moment, je passe du temps avec Karl et on fait une bataille de boules de neige. Dans ma partie, c'est Karl qui a gagné, sauf qu'il m'a parlé comme si c'était moi qui avais gagné. Bizarre, non? Bah tiens, parlons-en de Karl et Mia. Comme je disais plus tôt, l'aspect jeu à choix du jeu se manifeste par les personnages de Karl et Mia. Après le taf, tu peux choisir avec qui tu veux passer du temps. Pour ma part, j'ai essayé d'alterner un peu, mais comme on a 3 scènes de ce genre, ça fait qu'il y en a toujours un que j'ai vu plus que l'autre. Dans mon cas, c'était Karl. Ce sont des scènes qui sont assez agréables et ça nous fait découvrir un peu plus les collègues autour de nous. On dit jamais non à du développement de personnages. Sauf que choisir Karl au lieu de Mia ou choisir Mia au lieu de Karl n'a pas d'impact sur le scénario. Aucun. Et du coup, je comprends pas trop l'idée de nous faire ce choix, à part pour les cinématiques. Alors ouais, je suis content des dialogues qu'on a avec les collègues, ils sont très agréables, et les scènes entre eux ont quelque chose de très doux. J'adore la scène où Finlay et Karl boivent des bières sur le toit. Mais même à l'approche du climax, ça change pas grand chose. C'est dommage parce que ça aurait été intéressant de voir que l'amitié partagée avec Finlay permet au personnage de grandir et d'évoluer, chose qui serait possible pour un personnage et pas l'autre. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est la fin du jeu, où les 2 personnages se retrouvent seuls avec Finlay à plusieurs moments. C'est un gros passage très tendu où une épidémie se répand entre les habitants du village et qu'il n'y a pas assez de lits pour hospitaliser tout le monde. Il y a un passage où Karl propose de mettre des patients au 5e étage, qui n'est plus utilisé mais qui a encore des lits disponibles. C'est à Finlay qui demande de rétablir le courant de l'étage et en vrai ça aurait été intéressant de voir une scène où il ne l'aurait demandé que si lui et Finlay sont devenus amis. Pareil pour Mia, un peu plus tard à ce passage, elle commence à paniquer parce qu'elle aussi est juste une petite interne qui se retrouve à gérer une situation de crise d'un coup. C'est Finlay qui arrive à la calmer et en vrai ça aurait été intéressant de voir une scène où Finlay n'aurait pas réussi à la calmer et qu'il aurait dû laisser la crise d'angoisse à quelqu'un d'autre. Ce sont des petits détails mais même s'ils sont petits, ça fait une grosse différence. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est lors du 2e rendez-vous qu'on fait avec Karl. Dans celui-ci, on vole de la nourriture jetée dans un supermarché alors qu'elle est encore bonne, et on en donne à 2 personnages démunis financièrement. L'un d'entre eux, c'est Alfio, un SDF qu'on croise à plusieurs reprises dans le jeu. Karl et lui parlent de la jambe blessée d'Alfio qu'il devrait aller faire soigner à l'hôpital. Ça aurait été intéressant d'avoir Alfio en patient à l'hôpital le lendemain, parce qu'il a pris en compte le conseil de Karl et qu'il a confiance en Finlay, mais au final, c'est pas ce qui arrive, et c'est un peu dommage. Mais je crois que c'est pas ce que je trouve le plus dommage dans le jeu. Et là, je pense que je vais devoir un peu réunir l'ambiance avec un message politisé. Parce qu'en soi, le jeu est politisé, même si c'est pas l'impression qu'on a à première vue. L'intention première des développeurs, à la base, c'est de parler de la difficulté d'être médecin dans des hôpitaux qui s'effondrent de plus en plus, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. L'idée, c'est de parler d'un petit interne qui débarque dans ce monde et qui sent que ce monde est pas du tout rose lorsqu'il se retrouve confronté à des situations tendues et insurmontables.
Et à la fin du jeu, on a un petit message qui nous dit que le jeu se base sur des témoignages de personnel hospitalier. Bref, on s'en rend compte assez vite que ce jeu cherche à rendre hommage au personnel hospitalier qui s'est battu et qui s'est démené pendant la pandémie du Covid. La preuve, si on a une épidémie qui nous tombe dessus dans le jeu de manière assez soudaine et brutale, c'est pas pour rien. Mais personnellement, je considère que tu ne peux pas parler d'un jeu qui se passe à l'hôpital et de la difficulté d'être soignant sans parler de violence médicale. Vous allez me dire que le sujet est peut-être un peu lourd pour un jeu qui se veut doux et tranquille par son ambiance. Sauf que pas du tout. On parle de stress, de doute, de mort, de deuil. On a plusieurs scènes de mort même. Il y a des trigger warnings au tout début du jeu qui nous disent que ces thèmes sont abordés. Mais dans le jeu, jamais la violence du personnel soignant n'est abordée. C'est dommage parce que c'est un truc bien réel. Les hôpitaux se cassent la gueule entre les manques de moyens et les situations comme le Covid l'ont bien montré. Et ce manque de moyens dans le personnel et dans l'hôpital de manière générale, ça entraîne des négligences graves qui impliquent des violences sur les patients, notamment les plus fragiles. C'est pas un secret, les populations non blanches, LGBT, grosses et handicapées sont les premières à subir ces violences médicales parce que le personnel est pas formé et ne prend pas au sérieux les douleurs de tout un chacun. C'est quelque chose de vraiment grave tout ça, des gens en meurent, des gens qui auraient pu très bien être pris en charge s'ils avaient été pris en charge plus tôt et de la bonne manière. Je pense notamment aux patients gros auxquels on met tous les problèmes de santé qu'ils ont sur leur poids et qui finissent par mourir de gros soucis de santé parce que la perte de poids a pas fait disparaître le problème de santé initial. Je pense notamment à Naomi Muzenga, cette femme noire qui a appelé le SAMU pour une prise en charge à cause de douleurs au ventre et qui a senti qu'elle était en train de mourir, à qui on lui a répondu « on va tous mourir un jour ». Et qui a fini par décéder des suites de cette non prise en charge. Bref, les violences médicales, c'est un sujet réel qui mérite d'être abordé dans un jeu qui parle du milieu médical. Sauf que c'est pas du tout abordé. À la limite, c'est évoqué sur la fin du jeu, mais très vite fait, et on passe pas du tout du temps dessus alors que c'est important. Bon, je suis mauvaise langue, il y a bien d'autres personnages qui parlent de la question à un moment. En gros, il y en a un qui a perdu sa femme et qui considère que l'hôpital est responsable de la mort de celle-ci. Son meilleur pote, c'est un gars qui s'est blessé au bras, mais qui considère que l'hôpital ne l'a pas bien pris en charge et son bras lui fait encore mal. Sauf que comme le jeu se base sur le point de vue de Finlay, ces deux personnages sont très vite présentés comme des antagonistes. Celui qui a perdu sa femme, c'est un vieux bulldog grincheux et dans un jeu où tous les personnages ont des designs charmants et mignons, ce choix des designs, c'est pas fait pour attirer la sympathie. Celui qui a mal au bras, son écriture est clairement faite de manière à ce qu'on ait l'impression qu'il simule sa douleur. Et plus on avance dans le jeu, moins ces personnages sont attachants. À un moment, un personnage important du village décède, et c'était un patient de Finlay. Forcément, quand le bulldog blâme Finlay de sa mort au moment des funérailles alors que notre petit pigeon est au plus mal, ça nous aide pas à l'apprécier. Encore moins quand ce fameux bulldog mène une manifestation qui bloque l'accès à l'hôpital. L'écriture manque clairement de nuances et n'aide pas à le rendre appréciable. On a l'impression que c'est vraiment le gentil soignant contre le méchant patient. Et c'est vraiment dommage parce que le jeu sait apporter de la nuance et du développement de personnages. Dans les membres du personnel de l'hôpital, on rencontre très vite Glendover. Le concierge. Glendover, c'est vraiment le cliché du concierge de fiction. Il est acariâtre et déteste tout le monde, son boulot y compris. Il a l'impression de n'exister que quand on a besoin de lui pour réparer quelque chose, que jamais ses efforts sont salués. Et c'est déjà une bonne chose de montrer une réalité de ces travailleurs au boulot ingrat qui ne sont jamais reconnus par leur père, mais ça devient encore plus intéressant au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Bon. Autant que je sois franc au bout d'un moment, la patiente de Finlay qui meurt, c'est la fameuse Irma que j'ai mentionnée plusieurs fois. Et son décès, c'est un choc. Irma, c'est cette vieille femme aimée de tous qui a toujours eu une belle histoire à raconter sur sa vie, qui donne l'impression qu'elle a vécu 15 vies différentes. En tant que joueur, j'adorais aller la voir et savoir ce qu'elle pouvait me raconter de beau. Donc même si on le sent venir très tôt, la scène de son décès reste émouvante et est sans doute l'une des plus grosses scènes du jeu. Finlay se blâme de la mort de sa patiente parce qu'il se dit qu'il aurait pu la sauver et faire quelque chose. Si le docteur Krokowski, sa supérieure qu'on a toujours vue comme une femme froide, et qui était ami avec Irma, qui lui dit que ce n'est pas de sa faute et qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Un peu plus tard, dans le jeu, lors des funérailles, on croise Glendover qui refuse de faire face à Giuliano, le fils d'Irma. En gros, lors de l'hospitalisation d'Irma, il y a eu une fuite d'eau aux étages supérieurs et ça lui est tombé dessus alors qu'elle était déjà assez malade. C'est Glendover qui l'a réparée, mais comme Irma est quand même décédée, il se dit que c'est de sa faute si elle est morte parce qu'il est certain que s'il avait pris plus grand champ du bâtiment, Irma serait encore en vie. Et au final, c'est Finlay qui le rassure à ce sujet, qui lui dit que ce n'était pas de sa faute, alors que quelques instants plus tôt, il se blâmait pour ce décès lui aussi. Bref, une scène et un développement qui marchent super bien, et c'est dommage qu'on ne le voit pas avec nos deux personnages antagonistes. C'est d'autant plus dommage de ne pas aborder cette question de violence médicale, parce que le jeu a des messages politiques portés par le personnage du bulldog. En gros, c'est lui qui lance les premières braises du mouvement de manifestation anti-Saint Ursula, et très vite il est suivi par d'autres personnages, notamment un cheval qu'on a rencontré un peu plus tôt dans le jeu. Et quand on a rencontré ce cheval, il nous a dit qu'il avait subi une opération chirurgicale, et qu'il était super content du travail du médecin qui l'avait opéré et qu'il espérait qu'on puisse le remercier. C'est con, mais c'est une manière assez subtile de parler de comment un leader à l'air charismatique peut facilement manipuler des foules sur leur courant de pensée. Bref, Fall of Porcupine, c'est un jeu qui est assez marqué par le manque d'opportunités saisies et les occasions manquées, et pourtant c'est un jeu qui est vraiment beau.
En même temps que j'ai joué à Fall of Porcupine, je suis en train de jouer à Fire Emblem Engage. Et même si Fire Emblem c'est une de mes licences de jeux vidéo préférées, j'ai énormément de mal à accrocher à cet épisode. Il est pas mauvais, hein. Peut-être que c'est ma nostalgie sur Three Houses qui parle, mais disons que Engage, c'est pas un jeu où je me dis waouh, j'ai hâte d'y jouer demain, dès que j'éteins ma console. Mais Fall of Porcupine, c'est le cas. Avec ma moitié, on était vraiment happés par le jeu et ça nous arrivait de faire de longues sessions parce qu'on n'avait pas envie de s'arrêter. Parce que malgré tout, ce qu'on peut lui reprocher, c'est un jeu qui marche bien. Même ma moitié, qui est pas forcément fan d'expérience narrative et qui s'attache plus au gameplay d'un jeu qu'à son scénario, a aimé. On apprécie se balader dans Porcupine, découvrir ses habitants, interagir avec eux, se laisser émerveiller par les décors et les musiques. Parce que j'en ai pas parlé, mais les musiques marchent particulièrement bien. Il y a un travail sur l'ambiance sonore que j'ai beaucoup aimé entendre. Il y a un côté fin d'après-midi d'automne quand on écoute les musiques en pleine balade. Elles sont charmantes, collent parfaitement à l'ambiance et je pense que l'OST c'est le genre d'OST qu'on écoute pour écrire ou étudier quand on a besoin d'un fond audio. Et même l'absence de musique marche bien. On a des scènes où il n'y en a pas du tout, alors que quelques instants plus tôt, on avait quelque chose de très bucolique. Le passage de cette rêverie au silence très soudain reste assez brutal d'un coup et on peut pas s'empêcher d'avoir un petit sentiment d'angoisse qui monte quand il n'y a plus cette petite musique toute douce. Et on sent que malgré tous ces petits défauts, les développeurs ont de bonnes intentions et ont envie de raconter quelque chose, mais surtout quelque chose d'accessible. Avec ma moitié, on s'attendait pas à voir une traduction française du jeu, ce qui nous a déjà surpris sur le coup. Mais au final, les options du jeu proposent autre chose qu'on s'attendait pas à voir, de l'accessibilité. Le jeu propose de changer la police d'écriture et de régler sa taille de manière à ce qu'elle soit plus lisible pour des personnes dyslexiques. C'est un truc que je vois de plus en plus dans les jeux vidéo indépendants et que je suis toujours content de voir. Je comprends toujours pas pourquoi les grosses productions de jeux vidéo ont pas ces options-là. Je parle de toi, Fire Emblem Three Houses et ta police d'écriture affreusement petite. Mais y a pas que ça. On a vu des options qui permettent de régler la colorimétrie pour rendre le jeu jouable aux personnes daltoniennes et des versions simplifiées des mini-jeux proposés. Et c'est con, mais pour les réglages des couleurs, pour les personnes daltoniennes, c'est la première fois que je vois ça dans du jeu vidéo. Et je suis tellement contente de voir que des efforts sont faits pour inclure différentes communautés. En tant que non concernée, je peux pas vous dire si toutes ces options sont vraiment bien faites. Ma moitié, qui est dyslexique, a senti que le jeu était plus facilement lisible. Et en vrai, je serais curieux d'avoir plusieurs témoignages de personnes concernées sur comment ces options sont gérées. Parce que sincèrement, je peux que vous conseiller de jouer à ce jeu ou d'en regarder un walkthrough si vous en avez l'occasion. Je pense qu'il est plus appréciable une manette en main cependant, c'est à vous de voir. De ce que j'ai vu, le jeu est disponible sur Steam aussi et il est en assez grosse réduction. Ça peut être l'occasion de le tester. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé jeux vidéo ici. C'est un exercice qu'il faudrait que je fasse un peu plus souvent parce que ça reste quand même quelque chose de plaisant à faire. Les expériences narratives de ce genre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc si vous avez d'autres jeux, surtout sur Switch, que vous pouvez me conseiller, je suis preneur. Je vous promets pas d'y jouer dans la seconde où je reçois votre proposition cependant, hein. Mais qui sait, si jamais vous voulez être sûr que j'y joue, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de voir mes prochaines vidéos. Je suis aussi beaucoup plus active sur Instagram et TikTok qui sont dans la description. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.